Charlotte Dornelas, je suis journaliste à Valeurs Actuelles et j'interviens régulièrement également sur CNews. Alors, ma famille, j'ai grandi entre un papa et une maman, c'est important de le préciser. Nous sommes 4 enfants, je suis l'aînée. Et la famille s'est agrandie récemment avec d'autres enfants. Et donc voilà, c'est une grande et belle famille. Alors, je remercierai jamais assez mes parents d'abord de m'avoir transmis une bonne éducation. Je me rends compte à quel point ça devient rare déjà. J'espère avoir su en profiter suffisamment pour que ça se voit aujourd'hui. Et la deuxième chose, évidemment, le plus grand cadeau qu'ils m'ont fait, c'est de m'avoir transmis la foi, que j'ai fait mienne depuis en devenant adulte, mais c'est eux qui m'ont donné la source à la fois de cet amour et de cette force dans ma vie. Donc c'est évidemment le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait. Alors c'était en 2002. J'ai en effet eu l'honneur et la chance immense d'avoir été choisie pour figurer Jeanne d'Arc à Orléans. Voilà, c'est des fêtes exceptionnelles à la fois parce que dans leur fidélité, enfin dans la fidélité d'Orléans à Jeanne d'Arc, la France a parfois oublié son héroïne pendant certaines périodes de son histoire. Orléans n'a jamais oublié Jeanne d'Arc et elle a toujours célébré depuis que Jeanne d'Arc a libéré la ville en 1429. C'est des fêtes qui ont lieu tous les ans, qui sont encore aujourd'hui célébrée par les 3 ordres civils, militaires et religieux qui travaillent ensemble pour rendre hommage à Jeanne d'Arc. Et voilà, chaque année, il y a une jeune fille qui est choisie. Je l'ai été un jour et c'est une des plus grandes fiertés de ma vie. Non, mais Jeanne d'Arc, évidemment, j'en parle tout le temps, mais c'est pas simplement un personnage historique pour moi, Jeanne d'Arc. Alors évidemment, je suis née à Orléans. À Orléans, on est biberonné à Jeanne d'Arc. On parle de Jeanne d'Arc avant de savoir parler français. Moi, c'est vraiment D'abord, j'ai un attachement énorme à elle dans l'histoire parce que c'est elle qui m'a fait aimer la France. Clairement, je l'ai découverte avant de découvrir le reste de l'histoire de France, avant de découvrir même ce qu'est la France, parce que quand on est petit, on sait ce que c'est sa famille, on sait ce que c'est son école, on sait qui sont ses amis, mais on ne sait pas ce que c'est la France. Et moi, j'ai découvert la France par Jeanne d'Arc parce que j'ai appris à l'aimer comme si c'était une amie ou quelqu'un de ma famille. J'ai vraiment appris à la découvrir à la fois dans son rôle historique complètement incroyable, mais aussi dans sa personnalité très incarnée et de fait complètement incroyable aussi. Et petit à petit, j'ai grandi avec elle, quoi. En lisant, relisant, c'est quand même un des personnages qu'on connaît le mieux, d'abord dans son cheminement, mais même dans son cheminement personnel. Tous les procès qu'on a eus, on a toute la minute, on la connaît vraiment très bien. Et le procès de réhabilitation où tout son entourage, sa famille, ses amis, tous les gens qui l'ont côtoyée ont parlé d'elle, on la connaît extrêmement bien. Et donc c'est quelqu'un que j'admire immensément pour son rôle dans l'histoire de France, mais même pour sa personnalité en fait. Que ce soit la confiance qu'elle avait, l'obéissance dont elle a su faire preuve, une obéissance extrêmement éclairée, parce qu'elle a su désobéir justement aux grands de ce monde qui lui disaient de faire différemment, mais elle a su aussi obéir à ses voix et donc à Dieu par qui elle était envoyée, et obéir jusqu'au sacrifice ultime qui est celui de mourir pour ne pas trahir à la fois la vérité et donc en l'occurrence sa mission. C'est son incroyable cohérence, sa détermination, sa foi, son courage, enfin tout en fait. Donc au-delà de la mission complètement incroyable qu'elle avait et que on n'a pas, en tout cas différemment, évidemment. Au-delà du fait qu'elle ait des voix, qu'elle ait une mission extrêmement précise qui lui soit dictée, dans ses qualités personnelles et dans le développement de ses qualités personnelles et de ses vertus, c'est évidemment un modèle de tous les jours. Alors il y a plusieurs professeurs qui m'ont beaucoup marqué. Il y en a certains qui m'ont marqué pas forcément dans le bon sens du terme, donc je vais passer sur cela. Non, il y a 2 professeurs qui m'ont énormément marqué dans ma vie scolaire. Après, dans mes études, il y en a d'autres aussi, mais dans ma vie scolaire, il y a ma professeure de mathématiques en 6e qui était absolument exceptionnelle, Madame Boucher, voilà, que j'aimais énormément et qui nous a enseigné les maths avec une passion et surtout, et je me rends compte aujourd'hui
de ce que ça représentait à l'époque, mais avec une rigueur incroyable. Elle était extrêmement exigeante avec nous. Mais du coup, d'abord, on la respectait. On avait aussi envie de la satisfaire et donc de progresser. Donc elle a vraiment été importante dans ma vie scolaire. Et ensuite, mon professeur de français, Madame Delage, voilà, au collège également, qui était incroyable, qui nous a fait des cours de latin puis de grec absolument incroyables. Et elle avait une passion pour les matières qu'elle enseignait et qu'elle a réussi à nous transmettre qui était folle, quoi. Et également extrêmement rigoureuse, comme quoi les professeurs qui nous ont marqués, j'étais pas spécialement une élève forcément très sage tout le temps, mais en attendant, les deux profs qui m'ont vraiment marqué sont des profs qui étaient rigoureuses elles-mêmes dans la manière dont elles enseignaient, mais extrêmement exigeantes avec leurs élèves. Et c'était des professeurs que, assez généralement, on aimait beaucoup. Alors j'ai en effet fait des études de philosophie, donc à l'IPC, qui est une école, l'Institut de philosophie comparée, qui est une petite école par la taille, donc qui a beaucoup grossi ces dernières années, mais qui moi a été absolument décisive dans ma vie, et notamment dans ma vie intellectuelle. Et des philosophes, je citerai évidemment saint Thomas d'Aquin, qui est la référence pour moi, et Aristote, prédécesseur, que saint Thomas a beaucoup commenté et surtout expliqué. Merci à lui de l'avoir fait, parce qu'Aristote, ça peut être un peu amer. Donc oui, je dirais saint Thomas d'Aquin sans aucune hésitation, et je continue à aller lire parfois ce qu'il a écrit sur des sujets qui sont incroyablement d'actualité parfois. Alors sur une table de chevet, je dirais qu'il faut un livre qu'on puisse relire régulièrement, parce qu'on ne laisse pas un livre sur une table de chevet qu'on a lu une fois et qu'on ne relira plus. Donc il y a peut-être deux choses. Le premier, je dirais, Le déclin du courage de Solzhenitsyn, qui est de fait un livre que je relis extrêmement souvent et que je trouve complètement dingue. J'en parle souvent parce que c'est un livre très court, c'est un discours en fait qui avait été prononcé à Harvard par Solzhenitsyn. Donc c'est très court. Franchement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, lisez-le. Pour ceux qui l'ont déjà lu, relisez-le. C'est incroyable. Pour moi, il y a tout dans ce discours-là. Et je pourrais ajouter à ça quelque chose qui n'est pas un livre, mais simplement une lettre, et qui pour moi se rejoint un peu, c'est celle d'Élie de Saint-Marc, quand il avait écrit sa lettre à un jeune de 20 ans. Et c'est pareil, il y a tout dans cette lettre en fait. Donc c'est très court, et je prends volontairement ces exemples-là pour pas donner voilà, un livre qui de fait ne serait pas sur ma liste de chevet. Il y a plein de livres que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont beaucoup appris, ou que j'ai aimé parce que le livre était brillant. Mais ces deux textes-là, pour moi, sont à lire et relire. Alors si j'avais plusieurs vies, je ferais probablement beaucoup de choses, mais il y a un métier que j'aimerais faire dans cette vie ou dans une autre vie, c'est justement professeur, voire même institutrice en l'occurrence. J'aimerais énormément. J'aime dans le métier que je fais aujourd'hui apprendre des choses, essayer de les réfléchir, de les analyser et pouvoir les transmettre. C'est vraiment le moment de la transmission qui est pour moi le plus beau dans ce métier-là. Et c'est évidemment la question de la transmission qui me pousserait à satisfaire un jour ma volonté d'enseigner. J'ai forcément beaucoup de mauvais souvenirs en débat, ça se passe plus ou moins bien. Il y a deux choses en fait que je trouve extrêmement difficiles en débat et qui sont donc des mauvais souvenirs quand j'en ai eu l'expérience. La première chose, c'est de se tromper. J'aime pas ça parce que c'est une mauvaise préparation. Il y a un moment où on dit quelque chose, il n'y a pas forcément de volonté de tromper, évidemment. Mais voilà, parfois on se trompe et on se dit, voilà, si j'avais mieux travaillé, je ne me serais pas trompée à ce moment-là. Et ne serait-ce que pour les gens qui nous écoutent, c'est quelque chose qui reste un mauvais souvenir. La deuxième chose, c'est quand le débat n'avance pas parce que soit il y a une énorme mauvaise foi en face, soit il y a une volonté caractérisée et quasiment assumée de ne pas chercher de point d'accord ni sur le constat, ni sur l'évolution dans les solutions, et alors ça rend le débat absolument impossible. Et ça, ce sont de très mauvais souvenirs et parfois très vifs. Il y a beaucoup de reportages quand on s'intéresse à un sujet, et dans le reportage, il y a aussi des interviews qui sont d'abord évidemment des rencontres avec des personnes qui ne sont pas forcément connues du tout, mais qui nous expliquent une situation. Il y a des choses marquantes en fait à chaque fois qu'on se penche sur un sujet, d'abord parce qu'on apprend beaucoup de choses,
qu'on rencontre des gens qui sont dans des univers, dans des métiers, sur des problématiques qu'on n'imaginait pas à la fois aussi complexes ou aussi intéressantes. Celui qui m'a le plus marqué ces dernières années, c'est probablement le reportage que j'ai fait avec les Gilets jaunes, parce que c'est un mouvement qui m'a énormément touchée en fait. Et donc j'ai beaucoup aimé les rencontrer, les écouter. Oui, c'est définitivement celui qui m'a le plus marqué ces dernières années. C'est pas du tout la même peur. Je vous disais que voilà, j'ai été très marquée par mon reportage sur les Gilets jaunes. Je pourrais raconter avec autant d'émotions, je pense, beaucoup de rencontres dans ces pays d'Orient, beaucoup de rencontres avec les chrétiens d'Orient en particulier, avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui ont des histoires complètement incroyables, d'abord par la force des choses et puis aussi par leur force à eux en fait, et leur détermination, leur force intérieure dans une situation où leur force extérieure ou leur force objective est très, très faible. Et voilà, leur force intérieure est d'autant plus marquante. Est-ce que j'ai eu plus peur en Syrie ou en débat? Bon, la question est évidemment un peu rhétorique parce que c'est pas du tout la même peur. C'est pas la même peur, mais voilà, bon, il y a la peur physique ou la peur de mourir qui existe parfois dans des pays en guerre, forcément. Mais la peur surtout, c'est de voir disparaître un équilibre, une culture, des gens que j'ai rencontrés là-bas, que j'ai aimés, et de voir tout simplement disparaître un pays en fait que j'ai énormément aimé, que ce soit le Liban, parce qu'aujourd'hui le Liban est dans un état extrêmement triste, la Syrie, l'Irak. Moi, c'est une région que j'aime énormément. D'abord parce que c'est des gens qui habitent, qui sont libanais, syriens ou irakiens, qui m'ont fait aimer leur pays par l'incarnation qu'ils en étaient. Et le risque de disparition d'un pays, c'est quelque chose de terrifiant en fait. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont on pourrait parler en France pour des raisons différentes et dans des situations différentes. Mais voilà, cette peur de voir disparaître un monde qu'on aime, ouais, elle est terrifiante. Alors moi je le vis très bien. Je le vis très bien d'abord parce que c'est pas un monde si masculin que ça. Enfin, notamment je pense à la télévision, maintenant qu'on nous a obligés à la parité partout, bon, bah, il y a des femmes partout. Donc voilà. Ensuite, quand je travaille, j'essaie de travailler avec des gens qui ont bah, soit la compétence, soit l'honnêteté. C'est pour moi la plus belle qualité qu'on doit tous rechercher dans ce métier-là. Et du coup, que ce soit un homme ou une femme, enfin, c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup comment dire, à disserter. Après, c'est beaucoup plus des caractères. Voilà, on rencontre des personnes en fait, et qu'elles soient. Il y a des femmes avec qui j'ai détesté travailler et avec qui je détesterai travailler. Il y en a d'autres avec qui j'ai adoré travailler ou avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Et je pourrais dire exactement la même chose avec des hommes. Donc voilà, il y a des traits de caractère évidemment qui sont féminins et masculins. En reportage, un homme et une femme ne vont pas forcément avoir les mêmes, s'attacher aux mêmes choses en premier, être ému ou choqué ou énervé par les mêmes choses. Mais après, il y a quand même une individualité des personnes, et il n'y a pas des qualités définitives et universelles pour les femmes ou pour les hommes. Donc voilà, et après, voilà, quand par hasard il y a beaucoup d'hommes et que je suis la seule femme, je me suis jamais trouvée dans une situation où on me prenait soit pour une débile parce que j'étais une femme, soit on me donnait moins d'importance parce que j'étais une femme. J'ai jamais souffert de ça, et je crois appartenir, je dis pas que personne n'en a jamais souffert, mais je crois appartenir quand même à une génération où, en tout cas dans le milieu médiatique, ça a été quand même plutôt un avantage d'être une femme qu'un désavantage. Donc j'aimerais qu'on le souligne un peu parfois aussi. Oui, on s'étonne parfois qu'aujourd'hui la frontière serait poreuse entre la politique et le journalisme. Je pense qu'elle l'a toujours été, dans la mesure où il y a deux choses en politique. Il y a le monde politique, les incarnations politiques, le personnel politique, la politique partisane, et les questions politiques qui sont toutes les questions de nos vies en fait. Et donc le journaliste par définition est politique à partir du moment où il s'intéresse à tous ces sujets d'analyse, de reportage ou même d'information. Le tri des informations, pardon, il est politique. Donc le matin, quand on a 200 informations sous les yeux et qu'on se dit on va mettre en avant celle-ci, c'est un choix qui est politique. Donc moi je préférerais que le monde médiatique et les journalistes
assument d'avoir un regard qui est politique sur les choses parce qu'ils sont des hommes et des femmes qui ont une éducation, qui sont attachés à certaines choses, qui ont des idées aussi, qui ont envie de défendre certaines choses. Et si la politique, c'est imaginer l'avenir d'un pays dans plusieurs questions ou situations qui composent le pays, alors j'espère que les journalistes ont aussi un regard politique sur les choses. La seule chose, je pense, et qui serait beaucoup plus intéressant dans le débat public que les journalistes l'assument, plutôt que d'essayer de faire croire que ça n'existe pas. C'est pareil, c'est un peu une de mes obsessions, on va dire, mais je le répète souvent. Je crois que la vraie qualité d'un journaliste, c'est pas la neutralité, elle est impossible et c'est un fantasme, c'est l'honnêteté. Ce n'est pas parce qu'on a des idées sur les choses qu'on doit s'empêcher de voir certaines choses dans la réalité, quand on est en reportage, de voir certaines qualités, d'accepter de voir que certains arguments auxquels on ne s'attendait pas sont extrêmement pertinents et peuvent pas forcément nous faire totalement changer d'avis, mais en tout cas infléchir une réflexion. Et je pense que c'est une qualité infiniment plus intéressante dans le métier qu'on exerce que celle de poursuivre indéfiniment une neutralité auquel on ne peut pas parvenir parce qu'on est des personnes incarnées avec des centres d'intérêt et des centres de rejet, et que c'est très bien comme ça en fait. Est-ce que je me verrais faire de la politique moi-même? Bah, du coup, comme je viens de vous répondre, j'en fais déjà, par la force des choses, comme tout le monde. Après, est-ce que je me verrais basculer dans la vie politique partisane? Pas du tout. Pas du tout. Alors, je veux pas dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, parce que comment dire, ça a été un piège pour énormément de personnes, donc je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Évidemment, aujourd'hui, j'ai aucune attirance pour le milieu de la vie politique. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire, et aujourd'hui, j'imagine pas le faire, non. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de reconnaître dans le travail que je fais que justement cette honnêteté que j'essaye de rechercher. Et l'honnêteté, elle a une vertu principale, c'est de se dire, enfin, être honnête a un intérêt, c'est que dans le métier de journaliste, bon, comme dans la vie de tout homme normalement, le but c'est la recherche de la vérité sur tous les sujets, d'essayer de l'approcher, de la comprendre et ensuite de la contempler en se disant quand parfois on sait qu'on est arrivé sur un sujet à quelque chose qui semble de manière argumentée être juste et être vrai, bah voilà, enfin pour moi c'est un but d'abord dans la vie, dans mon métier évidemment, et donc quand certaines personnes reconnaissent l'honnêteté par laquelle j'essaye de composer mon travail, c'est pour moi le plus beau compliment qu'on me fasse. Ouais. J'attends la bonne idée, j'ai pas envie d'écrire un livre pour écrire un livre, j'ai pas spécialement la volonté d'écrire un livre, je vois très bien l'intérêt d'écrire un livre, c'est-à-dire de coucher sur le papier quelque chose à la fois qu'on a réfléchi, sur lequel on a pris beaucoup de temps et puis qui restera aussi après. Donc je trouve que c'est un objet magnifique, j'aimerais bien sûr un jour le faire, enfin c'est pas comment dire, un rejet de ma part de ne pas avoir écrit de livre à moi qui ne soit pas un livre d'entretien. Mais voilà, j'ai pas ni trouvé le sujet, ni trouvé le temps de réfléchir précisément au sujet que je voudrais aborder dans un livre. Donc peut-être que ça arrivera un jour, mais je vais pas me forcer à écrire un livre pour écrire un livre, parce qu'il faut écrire un livre pour être quelqu'un de stylé dans la vie, quoi. Un petit mot pour les lecteurs de Boulevard Voltaire, bah, d'abord merci parce que voilà, on se connaît depuis très longtemps. Voilà, vous avez suivi les débuts de ma carrière journalistique à Boulevard Voltaire. Vous avez été à la fois nombreux, enthousiastes, exigeants parfois, enfin exigeants souvent, mais parfois sur certains sujets. Donc c'est aussi, les lecteurs sont aussi une des clés de la progression de notre travail et de l'exigence qu'on y met, et donc de l'honnêteté qu'on arrive à gagner dans le travail qu'on fait. Donc merci pour les débuts, et puis merci de continuer à me suivre aujourd'hui et de continuer à rester fidèle à Boulevard Voltaire également.